Salut Internet! Alors à moins que vous soyez resté enfermé pendant les 2 derniers mois dans une grotte, vous avez forcément entendu parler, vous avez sans doute lu des choses autour des 2 derniers boîtiers Canon qui sont sortis, les EOS R5 et les EOS R6. Ce sont 2 boîtiers hybrides qui prennent donc la suite de ce que Canon avait proposé avec les EOS R et RP. Et donc, forcément, vous l'imaginez, Canon sort 2 boîtiers, il y a beaucoup de bruit autour, des spécifications qui ont l'air vraiment très intéressantes. Du coup, c'était obligé, il fallait que je les teste. J'ai eu la chance, grâce à Canon, de pouvoir tester un EOS R6 de production, donc un boîtier définitif, tel qu'ils sont proposés dans le commerce. Et aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que j'en pense, tout ce que je trouve bien, voire très bien, voire génial, et tout ce que j'aime moins, voire pas du tout. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon sentiment sur est-ce que ça vaut le coup ou pas de passer à l'hybride et de passer à l'hybride avec un EOS R6. Vous vous posez forcément la question de pourquoi est-ce que ce n'est pas l'EOS R5 que je teste, parce que si vous regardez, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur tous les sites web, sur YouTube, c'est essentiellement le EOS R5 qu'on voit. Bien, la question elle est vite répondue. Tout simplement aujourd'hui entre un EOS R5 et un EOS R6, la différence c'est quoi? C'est majoritairement le capteur. Alors, il y a d'autres petits détails dont on parlera plus tard dans la vidéo, mais c'est essentiellement le capteur. L'EOS R5 propose un capteur de 45 millions de pixels. L'EOS R6 propose un capteur de 20 millions de pixels. Moi, tout simplement aujourd'hui, 20 millions de pixels, ça me suffit largement. Il ne faut pas oublier qu'un 1DX Mark III, par exemple, qui est le fleuron de la gamme chez Canon, le boîtier pro par excellence, propose un capteur de 20,1 millions de pixels. Le 1DX Mark II n'en proposait que 18. Donc clairement, aujourd'hui, 20 millions de pixels pour l'usage que j'ai, et je pense pour l'usage qu'une très grande majorité des photographes, y compris professionnels, ont. 20 millions de pixels, c'est largement suffisant et c'est pour cette raison que c'est de ce boîtier dont je vais vous parler maintenant. Vous êtes prêts? On y va. Alors, comme d'habitude, direction le bureau pour que je puisse vous parler un peu plus du test et de tout ce que j'ai pu faire subir à ce petit boîtier. On va commencer par parler de l'ergonomie et justement du fait que c'est un petit boîtier. Alors, moi, ça n'a pas été forcément trop un problème parce que j'ai des petites mains. Mais c'est vrai que si vous êtes un grand gabarit avec des grandes mains, forcément avec un boîtier de ce type-là, je ne peux que vous conseiller d'ajouter le grip en dessous, qui d'une part vous permettra d'avoir 2 batteries, mais vous permettra aussi de ne pas avoir le petit doigt qui se balade en dessous, jamais très, très agréable, et ça permet du coup une meilleure préhension. Ça c'est la première chose. Ensuite, si on parle des boutons et de la manière dont ils sont positionnés sur le boîtier, globalement, c'est très bon. Il y a pas mal de très bonnes idées sur ce boîtier, notamment l'usage du bouton MFN, celui que vous avez juste ici à côté du déclencheur. Cette fois-ci, plutôt qu'avoir une seule fonction quand vous appuyez dessus, vous allez en avoir plusieurs. Vous allez par exemple pouvoir régler vos ISO, donc la sensibilité, vous allez pouvoir régler votre rafale, votre choix de type d'autofocus entre One Shot et iServo. Vous allez pouvoir régler votre balance des blancs. Et donc voilà, ça permet vraiment d'avoir en un seul bouton globalement tous les réglages dont vous pourriez avoir besoin et qui ne seront pas asservis à une des différentes molettes. Ça c'est vraiment intéressant. Autre point que j'ai trouvé vraiment bien fichu, c'est le positionnement de la touche loupe. Alors la touche loupe, habituellement quand on est utilisateur de réflexe, on ne l'utilise que quand on visualise ces images. Ici, eh bien, pas du tout. Quand vous êtes l'œil dans le viseur, si vous appuyez sur la touche loupe, eh bien, vu que vous êtes en visée directe sur le capteur, vous allez pouvoir voir un grossissement en direct de ce que vous êtes en train de regarder. C'est vraiment super pratique, enfin, je l'ai beaucoup utilisé sur le terrain. Un petit point que j'ai trouvé un peu moins bien fichu, c'est le positionnement du petit joystick qui est ici, que j'ai trouvé à mon goût un peu loin de la position naturelle de mon pouce, et donc pas forcément ultra pratique à utiliser. Alors, pour compenser, pour ne pas avoir à l'utiliser, assez rapidement, ce que j'ai fait, et ça me permet en plus de vous montrer l'écran qui est orientable, assez rapidement ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé justement l'écran tactile pour que quand j'ai l'œil dans le viseur, je puisse juste déplacer ma visée en bougeant mon doigt sur l'écran. Et ça marche super bien. Vous pouvez choisir
d'utiliser l'ensemble de l'écran, vous pouvez choisir juste d'utiliser un quart. Enfin, vraiment, il y a pas mal de réglages qui permettent de faire ça très très bien. En termes de fabrication, on est sur un boîtier en magnésium, exactement la même chose que sur les Auxerre 5. Et puis également la petite fonctionnalité que moi j'aime beaucoup et qui est vraiment une excellente idée, c'est que quand vous retirez le bouchon, vous n'avez pas directement le capteur, à partir du moment où le boîtier est éteint, mais vous avez le volet de l'obturateur qui vient protéger, masquer votre capteur. Ça c'est vraiment génial et ça évitera à mon avis énormément de problèmes de poussière aux propriétaires de ce boîtier ainsi que des autres hybrides Canon, puisqu'il me semble qu'ils en sont tous pourvus. Donc ça c'est pour l'ergonomie. On va quand même finir avec un truc, hein, c'est qu'il n'y a pas d'écran supérieur, contrairement à un DX, à un 5D, un R6, un EOS R, sur lesquels vous avez un écran de contrôle qui vous rappelle l'ensemble de vos principaux réglages. Ici, vous ne l'avez pas. Moi j'ai lu pas mal de gens sur internet qui disent oui mais c'est pas grave, mais on peut retrouver tout ça sur l'écran. Oui effectivement vous pouvez mettre vos réglages sur l'écran, mais moi j'avoue que avec un écran comme celui-ci que je peux orienter et que du coup je peux protéger, je vais avoir tendance quand je vais être sur le terrain à plutôt le retourner pour le protéger et du coup il ne fera pas office d'écran de contrôle. Donc ça vraiment c'est dommage. On va quand même rappeler que c'est un boîtier qui coûte près de 2700 €. Je trouve ça vraiment, enfin, c'est la petite feature qui aurait été de bon ton de rajouter. Alors je sais, il fallait laisser des choses à l'EOS R5 qui lui coûte la bagatelle de près de 4500 € si je ne dis pas de bêtises. Mais quand même, Canon, vraiment, ça aurait été bien. On va en profiter, comme je l'ai en main, je vais vous parler un peu des objectifs que j'ai utilisés dans le cadre de mon test. Alors j'ai utilisé quasiment toutes les optiques en monture EF que j'ai à disposition, les optiques que j'utilise dans le cadre de mon travail au quotidien. Donc mon optique principale c'est un 600 mm f4 en version IS2. J'ai utilisé un 100-400 mm en version IS2 également. Un 100 macro non stabilisé, donc une optique assez ancienne. Et j'ai également utilisé un 85 mm 1.2 version 2, également une optique qui n'est pas toute jeune. Ça c'est pour les optiques EF. Et en monture RF, j'en ai utilisé deux. Donc ce 100-400 f4 7.1, donc une optique en monture RF qui marche vraiment plutôt très bien, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et j'ai également testé alors ce petit loulou là. Alors je fais un peu de bricolage pour vous le montrer. Hop, ça va là. Non, hop. Ensuite on fait ça, et voilà. Donc le 800 mm f11 en monture RF, donc tout neuf, dont je vous reparlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Je vous dirai tout ce que j'en pense. Il y a beaucoup à en dire et il y a pas mal de choses positives, contrairement à ce que j'imaginais quand j'ai lu ces spécifications. Et donc, par rapport à tous ces objectifs, du coup, ce qui m'intéressait, c'était avant tout de voir comment se comportait l'autofocus. Alors, l'autofocus, c'est tout simplement le même que celui que vous allez retrouver dans le 1DX Mark III quand vous l'utilisez en mode live view. Autant vous dire que c'est un autofocus qui va super vite. Enfin, en termes de réactivité, de rapidité à passer d'un sujet à un autre, il n'y a aucun problème, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la taille de votre point autofocus et donc vous allez pouvoir aller trouver des sujets particulièrement petits dans le cadre. Ça marche extrêmement bien, mais ce qui marche le mieux, c'est tout simplement le suivi de sujet. Avec ce boîtier, vous allez pouvoir choisir de suivre par exemple, de détecter plutôt un humain, plutôt un animal, ou bien les deux. Et une fois que vous avez fait ce réglage, quand vous allez être sur le terrain, vous allez vraiment constater que quand le boîtier détecte soit un visage d'humain, soit un animal, il va immédiatement le sélectionner et faire la mise au point dessus. C'est particulièrement impressionnant quand il parvient à détecter l'œil, puisque là vous avez votre point qui se met vraiment précisément sur l'œil de votre cible et qui ne la lâche plus. Alors ça marche vraiment
extrêmement bien. Un petit exemple avec cette photo de chat sauvage. Donc c'est un chat forestier qui revenait de chasse. Et alors là, c'était juste dingue, puisque le chat il arrivait de très loin. Moi, je m'étais positionné à un endroit où je savais que normalement il allait passer assez proche de moi pour pouvoir retourner dans la forêt. Et clairement, depuis le départ, donc à environ 150-200 mètres, jusqu'au moment où il a été le plus proche de moi, à aucun moment l'autofocus ne l'a lâché. Soit il détectait l'ensemble de l'animal, soit il détectait uniquement l'œil. Et donc, clairement, en termes de mise au point, on était sur quelque chose d'extrêmement précis. Finalement, voilà, là c'est une des dernières photos que j'ai réalisées quand le chat était le plus près possible. À ce niveau-là, l'autofocus, il est juste génial. Enfin, c'est vraiment très dur de se rater avec ce boîtier. Pour autant, il n'est pas parfait. Il y a quand même des moments où, pour une raison que j'ai pas compris, ça ne fonctionnait pas. Il n'arrivait pas à trouver le sujet, il n'arrivait pas à le détecter. Pourtant, la lumière était largement suffisante. C'était pas un contre-jour particulièrement fort. Enfin, il n'y avait pas plusieurs sujets. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé sur des humains. Systématiquement sur les humains, sur les yeux, il a toujours fonctionné parfaitement. Par contre, sur les animaux, j'ai pu le voir sur du chevreuil, sur du sanglier notamment. Voilà, ça marchait pas et j'étais obligé de repasser dans un mode d'autofocus classique, ce qui se fait très rapidement, donc ce qui n'était pas forcément un problème, mais j'étais obligé de changer de mode autofocus pour parvenir à réaliser mes images. C'est dommage, j'imagine que c'est un système qui va continuer de s'améliorer, donc j'ai aucun doute sur le fait que soit via une mise à jour de firmware, soit sur les prochains boîtiers de la marque, on arrivera à quelque chose de parfait ou quasi parfait. Je pense que c'est une évidence. On parle de l'autofocus, on va aussi parler du coup de la rafale. Alors là, avec ce boîtier, vous avez deux types de rafales. Vous en avez une qui va être liée à l'obturateur mécanique et une qui va être en obturation électronique. En obturateur mécanique, vous allez avoir droit à 12 images par seconde. 12 images par seconde, c'est déjà très rapide. Pour rappel, si on reparle à nouveau du 1DX Mark III, on est à 16 images par seconde en obturation mécanique. Donc 12 images par seconde, et ensuite en obturation électronique, donc qui dit obturation électronique dit complètement silencieuse, quand même assez génial ça, vous allez être à 20 images par seconde. Est-ce que c'est parfait? Non. Pourquoi est-ce que l'obturation électronique n'est pas parfaite? Parce que comme sur tous les boîtiers hybrides, à ma connaissance, vous allez avoir une problématique qui est celle du rolling shutter. Alors, le rolling shutter, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer un exemple. Quand vous allez suivre un sujet et que vous allez vous déplacer très rapidement de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ce qui va se passer, c'est que, contrairement à l'obturateur mécanique, l'obturateur électronique, ce que va faire votre capteur, c'est qu'il va enregistrer l'image. Sauf qu'il ne va pas enregistrer l'image en une passe, il va l'enregistrer en ligne, pour schématiser. Et donc, en gros, vous allez avoir un paysage qui potentiellement sera comme ceci, donc normal. Sauf que quand vous allez commencer à vous déplacer, avec le mouvement et du fait que l'enregistrement se fait en ligne, vous allez vous retrouver avec une déformation de la perspective, donc ce qu'on voit particulièrement bien sur cette image. Alors, est-ce que c'est vraiment un énorme problème sur le terrain? J'ai envie de dire, ça dépend. Typiquement sur des animaux, quels qu'ils soient, sur des oiseaux ou sur des mammifères, ou même sur des insectes en vol, parce que je me suis amusé à faire pas mal de papillons et de sphinx notamment, ça ne m'a pas posé de soucis. Je ne l'ai pas détecté quand j'ai traité les images. Par contre, j'ai pu aussi faire pas mal de photos aéro, de photos d'avion avec ce boîtier. Et là, clairement, sur des machines qui vont très vite, on peut le voir. Alors, c'est pas flagrant, j'ai envie de dire qu'il faut le savoir, mais si vous êtes vraiment tatillon, vous le verrez, et si vous êtes comme moi, ça va vous embêter, pour pas dire autre chose. Donc ça, c'est concernant cet autofocus qui est vraiment pas mal du tout. On va continuer en parlant de la stabilisation. Alors la stabilisation,
je me suis pas amusé à faire des tests scientifiques en laboratoire pour vous dire combien de stops on gagne en utilisant la stabilisation de ce boîtier en plus de celle d'un objectif. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé justement avec des objectifs non stabilisés, notamment mon 85 mm et mon 100 mm macro. Et clairement, on voit immédiatement dans le viseur le bénéfice de la stabilisation. Ça bouge pas ou très peu, ça rajoute énormément de confort. Donc oui, la stabilisation, qui est une stabilisation multi-axe dans ce boîtier, fonctionne très très bien. Et je n'ai pas de doute, quand je regarde en plus les vitesses à laquelle j'ai pris certaines images, qu'elle m'a permis de sauver pas mal de choses. On va parler maintenant de la qualité d'image et des ISO, puisque ça c'est une question qui remonte beaucoup par rapport à ce boîtier, parce que justement le fait d'avoir un boîtier avec seulement entre guillemets 20 millions de pixels, eh bien on se dit que ça peut être une arme en basse lumière assez phénoménale, et effectivement ça marche très bien. La photo que vous êtes en train de regarder, donc, ce sont des fleurs de Buddleia. Là on est sur du 40 000 ISO, sans traitement particulier, et l'image elle est très propre. Il y a beaucoup de détails, les aplats ils sont assez peu granuleux. Vraiment c'est une image qui en tirage ne nécessite quasiment aucun travail pour être imprimée en grand. J'ai fait des tests avec des ISO bien plus élevés. Ici, donc, même focale, 400 mm, même ouverture, f5.6. On est par contre à 102 400 ISO. Donc la sensibilité maximale du boîtier, on va pas se mentir, il y a beaucoup de grains. Pour autant, il y a encore beaucoup de détails, ce qui me surprend en bien. À ce niveau-là, c'est relativement propre. Et pour le coup, quand on traite l'image, on peut réussir à largement la sauver. Alors, ça nécessite des traitements qui sont assez forts. Il faut vraiment pousser les curseurs sur Lightroom notamment. Mais on réussit à faire quelque chose qui, peut-être pas pour un grand tirage, mais pour une utilisation web ou même magazine, va permettre de sauver beaucoup d'images. Ça c'est clair. Cette image, elle est, puisqu'on parlait de la stabilisation, elle est prise au 40e de seconde. Donc pour vous dire que voilà, il y avait très peu de lumière. Et clairement là, c'est sans doute à la fois la stabilisation plus la montée en ISO qui m'ont permis tout simplement de la réaliser. Je peux également vous montrer d'autres images pour continuer sur ces histoires de stabilisation. Ici, vous avez un avion pris en filet au 20e de seconde. L'image, elle est juste nette là où il faut, floue là où il faut. Tout ça pour dire que ça marche vraiment bien. J'ai aussi eu l'occasion d'emmener le boîtier dans les airs. Et alors, quand on fait de la photo en air-to-air, comme ce genre d'image, ça bouge beaucoup. Alors, il faut bien vous dire que j'étais dans le même type d'avion que ceux que vous voyez ici, un Paper Cub. Donc ça bouge beaucoup. Afin d'avoir quelque chose d'intéressant en termes de graphisme, il faut descendre un minimum en vitesse pour ne surtout pas figer les hélices. Donc sur cette image, je suis au 80e de seconde. Et pour autant, l'image elle est parfaitement nette. Quasiment toutes les rafales que j'ai pu réaliser étaient nettes. Et là également, quand vous êtes sur ce genre de situation où vous ne pouvez pas vous permettre de rater des images, le fait d'être en 12 images par seconde avec un buffer qui dépasse les 100 images vous apporte une sécurité qui est vraiment géniale. À ce niveau-là, je suis persuadé que sans ce boîtier, sur cette séance photo qui n'a duré que quelques minutes, on est sur du 5 ou 6 minutes de prise de vue, clairement je pense qu'avec un autre boîtier, je n'aurais pas eu le même taux de réussite. Et ça c'est vraiment exceptionnel. Alors est-ce que ce boîtier finalement, il y a d'autres choses à en dire? Ben oui. Vous avez forcément entendu parler, si vous avez fait quelques recherches sur internet, des problèmes de surchauffe que subissent les EOS R5 et EOS R6. Alors c'est un truc que Canon n'a pas spécialement cherché à cacher, même si à mon sens ils ont un peu raté leur communication et leur politique de transparence par rapport à cette problématique. Et donc en gros avec ce boîtier, qu'est-ce qui se passe? Si vous filmez en 4K 60 images par seconde, au bout de 30 minutes, le boîtier va s'arrêter, il va se mettre
en mode protection pour justement éviter une surchauffe trop importante, et il va vous obliger à attendre 10 minutes avant de reprendre la captation. Alors, est-ce que c'est un problème? Eh bien, je ne sais pas. Ça dépend de votre usage. Je connais pas grand monde qui filme, hormis les youtubeurs, pendant plus de 30 minutes en 4K 60 images par seconde. Mais voilà, il faut le savoir. Le problème il se pose aussi en 4K 30 images par seconde, mais seulement au bout de 40 minutes. Et a priori, il n'y a pas de problème en HD et Full HD. Moi, j'ai envie de dire, heureusement. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter un EOS R6? Et ben, je pense qu'à nouveau, la question elle est vite répondue. Oui, je vous ai donné tous les points positifs que moi je vois de ce boîtier, tous les points négatifs et tout ce qui pourrait faire réfléchir quant à son achat. Alors, c'est un boîtier qui n'est pas donné, hein, qui vaut quand même, je l'ai déjà dit, la bagatelle de 2700 €. Même si on est loin du prix de l'EOS R5 ou du prix d'un DX Mark III, on reste quand même sur... on n'est pas sur une entrée de gamme, ni même un milieu de gamme. Mais clairement, ce boîtier, il fait un excellent boulot et il en donne pour son argent. Je pense que le rapport qualité-prix est largement meilleur sur un EOS R6 que sur un EOS R5. Alors après, je ne fais pas de vidéo, je n'ai pas besoin de 8K, je n'ai pas besoin de faire de la photo en 45 millions de pixels, ce qui explique ce que je viens de vous dire. Mais voilà, pour moi, ce boîtier, il est vraiment super intéressant. Je ne peux que le conseiller. Et oui, si on me pose la question, je pense que ce sera mon premier boîtier hybride. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit directement dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!